Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un homme qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le métier il y a peu plus de 20 ans, je pense. Et quand j'ai eu l'idée de faire ce premier interview, je pensais tout de suite à lui par son expérience et par ses années dans le métier. Et il a tout de suite accepté mon invitation. Voilà. Je pense que cette année, il fête ses 40 ans de carrière dans le marketing de réseau, on pourrait aussi appeler MLM, et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier interview Pascal Desière. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, Comment vas-tu? mais je vais vers la retraite complète. Tu vas vers la retraite complète. La retraite complète. Alors ça fait un peu plus de 30 ans quand même qu'on s'est rencontrés. Je sais que tu aimes te rajeunir, moi aussi d'ailleurs, mais ça fait un peu plus de 30 ans Ça fait qu'on déjà se 30 connaît ans. puisqu'on s'est rencontrés dans le groupe japonais tout compte fait. Ben voilà Pascal, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu et donner plus de détails que ce que Bien tu d'abord, fais? je vais te remercier d'avoir pensé à m'interviewer. Savoir aussi que j'ai dû avoir, je pense, une quinzaine de demandes et que j'ai toujours, à part deux, pour le magazine de la vente directe et puis pour un, je ne sais plus quel magazine, mais également dans la vente en réunion. Autrement, je refuse systématiquement ce genre d'interview parce que ça n'est pas, il n'y a pas de raison bien précise, mais c'est par notre amitié de justement plus de 30 ans que j'ai accepté. Donc, mon nom, Pascal Lezière, depuis ma naissance. Je n'ai pas encore changé de nom. Ce n'est pas prévu non plus. J'ai 60 ans depuis l'an dernier, 60 ans et demi. Et j'ai fait des études. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle belgo-brace. Je vis entre la Belgique où je suis depuis toujours. Hein. Je suis né en Belgique et la maison dans laquelle je me trouve aujourd'hui, j'y suis depuis 40 ans, depuis mon mariage. Mais je vis aussi sur le Morbihan, hein, la Bretagne, et puis ça c'est la côte atlantique, et puis régulièrement également, moins maintenant par rapport aux circonstances que nous connaissons puisqu'on ne peut plus voyager, mais également au bord de la mer Noire, à Constanța, qui est complètement différent, voilà, en triangulaire. J'ai fait des études d'électricien, installateur en bâtiment. J'ai quitté l'école, j'avais 17 ans et quelques, et j'ai commencé à travailler tout de suite parce qu'il n'y avait pas de... En réalité, au départ, je voulais conduire les trains. Mon père était au chemin de fer, mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père aussi. On ne demandait pas d'élèves conducteurs à l'époque, donc j'ai travaillé, j'ai pris ce que j'ai pu. C'était un peu plus courant à l'époque de trouver du boulot tout de suite, et j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 3 4 ans. Jusqu'en janvier 81, et effectivement, voilà, ça fait 40 ans, j'ai été invité à découvrir alors, opportunité meeting pour reprendre les termes exacts de l'époque. C'est ma belle-sœur qui nous a, je vais prendre aussi des termes bassinés pour qu'on puisse aller découvrir quelque chose qui allait nous permettre de doubler nos revenus. C'est un peu dans ce style-là qu'on nous a présenté la chose. En tout cas, j'y suis allé pour faire plaisir, pas pour découvrir quoi que ce soit, pour faire plaisir. Et je suis arrivé rue Félix Frotin, à côté du bureau des impôts de la région, à une heure bien précise. On m'avait demandé de mettre un costume et une cravate, autrement on ne pouvait pas entrer. Et il y avait comme ça une cinquantaine de personnes qui attendaient dans une salle d'attente. Et puis on voyait entrer des... Alors, je sais aujourd'hui que c'était des distributeurs, à l'époque je ne le savais pas, mais des personnages bien habillés avec un pitch qui disaient bonjour, qui entraient, qui allaient dans l'autre salle, et puis on entendait des applaudissements, des encouragements. Et donc déjà pendant l'attente, on était un peu tous en train de se regarder, de dire tiens, vous savez pourquoi vous avez été invité? Non, on m'a pas dit grand-chose, ben moi c'est ma belle-sœur qui m'a dit que, etc., etc. Et puis on est entré dans la salle. Et c'était mon premier contact avec ce métier que je pratique depuis, sans discontinuer pendant 40 ans. Une salle très particulière avec tapis rouge, avec un fond
un fond rouge, le logo de l'entreprise, des murs avec beaucoup de photos, de copies de chèques, etc. Et une chose que j'ai pas manqué, un tableau noir, hein, avec les craies à l'époque. Une chose que j'ai pas manqué que j'ai pas loupé, c'était dans le coin à gauche, une pyramide complète de produits d'entretien, des bouteilles, des boîtes de poudre. Et la première réaction, et j'étais pas le seul, hein, la première réaction, c'était de me dire, waouh, elle m'a invité pour aller vendre du produit d'entretien en porte-à-porte, quoi. Et j'étais pas du tout vendeur. Savoir aussi que ce jour-là, pour assister à cette réunion d'opportunité, j'avais mis le seul costume que j'avais dans ma garde-robe. Et j'ai appris par la suite, au cours des années, que j'étais pas du tout le seul à avoir vécu ça. C'était mon costume de mariage. C'était le seul que j'avais. Et j'ai pas mis le papillon, mais une cravate malgré tout. Mais voilà. Ça, c'est ma première image avec ce qu'on n'appelait pas le MLM à l'époque. Il n'y avait pas de nom bien précis, tout compte fait. Et il faut dire qu'on était dans une époque où les sociétés étaient très, très peu connues. J'avais entendu parler évidemment par mes parents de Tupperware. J'avais entendu parler de Avon. Peut-être que les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, mais Avon, c'est toujours, je pense, une des plus grosses sociétés de cosmétiques américaines, avec les petites Renault 5 et Avon derrière. C'est les seules entreprises qu'on connaissait en réalité. Mylène, en Belgique, avec du produit d'entretien et de l'huile à base de Vison. Et dans la foulée, évidemment, on connaissait aussi Amway, puisque j'avais été plusieurs fois, sans répondre à l'invitation, invité à assister à une réunion Amway. Je suis allé par la suite, mais voilà. Voilà mon premier contact avec la vente directe. Comme on était quand même nombreux dans la salle, c'était rempli, je devais, je sais pas, peut-être 50, 60, 70 personnes, 70 personnes, et on s'est assis. Et puis, il y a un ingénieur, il nous a dit qu'il était ingénieur chez Solvay, très bien habillé, la classe, très belle façon de parler, qui a commencé son speech, qui a quand même duré 1h30, avec une première présentation de produit et puis une explication d'un plan de marketing. Je découvrais ce que c'était qu'un plan de marketing avec des bulles sur le tableau et nous promettant comme ça, avec le savon, de pouvoir changer notre vie. Et après cette réunion, évidemment, j'étais très enthousiasmé, mais sans du tout croire que j'allais pouvoir doubler mon revenu. Je gagnais à l'époque une misère comme aujourd'hui. Les électriciens d'aujourd'hui gagnent peut-être presque 2000, mais si on fait le rapport avec 40 ans en arrière, comme électricien, j'allais chercher 1200, 1300 euros, quoi. Donc moi, je me disais, si je pouvais mettre 200-300 euros en plus, ça avait l'air amusant. Et puis, c'était déjà pas mal. Et ce qui m'avait surtout marqué à l'époque, c'était le fait de mettre un costume. Hein, moi, j'étais tous les jours en salopette, en jardinière, en bottines de sécurité, en masque anti-poussière. Donc, c'est certainement ce qui m'a d'abord attiré le plus. À la fin de la réunion, on devait prendre un rendez-vous individuel pour ce qu'on appelait l'interview. J'y suis allé le lendemain. J'ai acheté mes premiers produits, puisqu'on démarrait avec un micro-stock. Donc j'ai démarré, j'avais rien à perdre, bien au contraire. Les produits étaient absolument révolutionnaires à l'époque. Ils le sont toujours aujourd'hui, mais il y en a eu tellement depuis. À l'époque, c'était les premiers produits qu'on voyait, en tout cas ces années-là, biodégradables, etc., etc. Et voilà. Je me suis pris au jeu et je l'ai fait au départ plutôt par justement le fait d'entrer dans la peau d'un personnage, un homme d'affaires, après mes journées de bâtiment, plutôt que dans l'espoir ou dans le but d'en faire un métier, certainement pas, et de doubler mes revenus, encore moins, mais de faire un peu d'argent en faisant. J'ai fait quelques démos au départ, après j'en ai fait des milliers, mais j'en ai fait quelques au départ par amusement, avec le panda du WWF, puisque c'était un peu l'idée, un produit biodégradable et écologique. Et ça a été beaucoup plus amusant et beaucoup plus rapide que je ne pensais, puisque 2 ans après, donc en le faisant à temps partiel, en assistant pratiquement à toutes les réunions, je rappelle aujourd'hui,
on se parle à des milliers de kilomètres par Zoom, par Skype, par tout ce qu'on veut. À l'époque, c'était la voiture, c'était des salles de réunion ou des hôtels, mais c'était pas du tout, il fallait se déplacer. Et donc, le lundi, le mercredi, c'était la réunion d'opportunité, j'en loupais pas une. Le jeudi, c'était le Welcome Séminaire, qu'on appelle aujourd'hui le Starter. Le samedi, c'était les formations dans différents bureaux de la société. Et donc, vraiment, je me suis pris au jeu, mais pas, encore une fois, avec un objectif de carrière, de revenus, mais simplement parce que je changeais de peau, si on veut, et ça me plaisait vraiment bien. Et 2 ans comme ça, en me qualifiant très rapidement, parce que je suivais, hein, je connaissais absolument rien, évidemment, à ce métier, donc je suivais aveuglément les conseils qu'on me donnait. Paradoxalement, ma belle-sœur n'a elle continué, mais donc je suis le seul encore aujourd'hui de toute la famille. Alors, l'entreprise s'appelait Smile, je ne l'ai pas dit. C'est une entreprise qui, mais ça je l'ai su par après, qui faisait partie d'un très gros groupe. Ça, je ne le savais pas au départ. J'avais rencontré les gens régionaux, locaux, puis régionaux. Et puis lors d'un très grand meeting à Bruxelles, j'ai rencontré le vice-président à l'époque de l'entreprise belge, qui s'appelle Vasco de Almeida, qui a été mon premier mentor et avec qui on a entretenu une relation de 40 ans, même si on n'est pas du tout aujourd'hui dans le même business. Et 2 ans plus tard, j'avais multiplié mon revenu d'électricien par 4, mais sans programmation, sans plan. C'est peut-être pas bien aujourd'hui, je le dis à mes partenaires et aux personnes que j'accompagne, mais ça a été naturel. Et j'ai donc attendu 2 ans pour me dire, tiens, je vais quitter mon état de dépendance pour devenir indépendant dans le bon sens du terme, puisque une des valeurs, peut-être on en reparlera, mais des valeurs principales, qui est la valeur principale pour moi, c'est l'indépendance totale. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de l'indépendance totale. Faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, où je veux, pendant le temps que je veux. Et dans mon parcours d'ailleurs, le jour où quelqu'un a mis ça en balance, c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter le réseau, tout simplement. Mais ça s'est passé bien longtemps après. Hein. Et j'ai évolué dans ce groupe-là, mais c'était un groupe qui regroupait à peu près 250 entreprises. Il y en avait une seule en Belgique, il y en avait une en France, il y en avait une en Espagne, avec Pedro, et le reste était concentré sur l'Asie, puisque l'origine japonaise si on veut, mais le japonais, mon deuxième mentor, avec qui on échange nos vœux toutes les années depuis cette époque, et qui m'invite de temps en temps en Corée ou au Japon, eh bien, venait des États-Unis. Et en réalité, il est devenu le numéro 2 d'une très grosse société qui s'appelait à l'époque Home and Family Product. Smile était la continuité, un peu comme Swipe. Pour les plus vieux, ils vont se reconnaître. C'était les mêmes produits, à diluer dans des atomiseurs, etc. Et HFP, je pense, est devenu aujourd'hui Golden Product, mais c'est pas sûr. Mais bref, il est revenu des États-Unis au Japon, créer son propre groupe avec le nom principal Élégance Continentale de France. Même sa société japonaise s'appelle comme ça. Et ce groupe, en réalité, avait des sociétés dans plusieurs domaines qui ont évolué avec la modernité des choses qui se passaient, etc. J'ai travaillé avec eux jusqu'en 2000 parce que dans les années 95 par là, mes souvenirs commencent un peu à s'évaporer, mais c'est pas important. 95 pour les Français qui nous écouteraient. Eh bien, le groupe s'est complètement retiré de l'Europe. C'était pas du tout un marché intéressant pour eux, avec plusieurs complications au niveau, mais peut-être on peut parler de ça, mais à l'époque, notre métier n'existant pratiquement pas. Il faut savoir, mais je pense que tout le monde le sait, que les premières sociétés, c'est Nutrilite ou Amway en 59 aux États-Unis. Donc c'était très très nouveau. La Belgique est un pays très conservateur. Le fait d'avoir autant d'indépendants, c'est quand même 30 millions de francs belges par mois à l'époque, ce qui est énorme pour la partie francophone de la Belgique. Eh bien, ça fait peur évidemment à beaucoup de gouvernants. Ils ont eu pas mal de comptes à rente, et notamment une émission de télévision qui, pour les plus vieux aussi, vont s'en souvenir, mais elle existe toujours sous un autre nom. Aujourd'hui, on appelle On n'est pas des pigeons. À l'époque, c'était Minute Papillon, avec Madame Pirotte. Et bref, voilà. Donc, ça a été
un peu compliqué un certain temps, mais ces 20 premières années-là, puisque c'est en 2000 que j'ai décidé de rejoindre un groupe allemand pour le coup, puisqu'on était tous seuls en Belgique, et on était tous devenus des concessionnaires indépendants avec les stocks, l'inventaire, les invendus, l'entrepôt de produits, etc. Et c'est justement ça que j'avais trouvé très intéressant dans le métier, c'est qu'on n'avait pas toutes ces charges et toutes ces contraintes liées à un commerce traditionnel. Et donc 2081, 2000, le groupe japonais, puis en 2000, tout à fait par hasard, parce que j'avais pas l'intention non plus d'arrêter le savon, avec toutes les contraintes dont je viens de parler, et toujours suivi, drillé, formé, si on veut, par le japonais, par le portugais, le belgo-portugais, un Vasco, et avec de nombreux voyages. Alors, ces 20 premières années, déjà, je vais m'arrêter là. Ces 20 premières années, donc, dont les 2 premières seulement à temps partiel, à temps choisi, ces 20 premières années, si on fait le compte, j'avais déjà gagné ce que j'aurais gagné comme électricien sur toute une vie, toute une carrière, et j'avais déjà fait le tour de la moitié de la Terre. Jamais j'aurais pu faire la moitié du 10e de ça comme électricien en bâtiment. Jamais. On serait allé en vacances comme mes collègues le faisaient à la côte belge ou je sais pas, à Torremolinos, bien sûr, ça commençait à un peu se démocratiser, mais le Japon, par exemple, pour moi, était pas dans mes destinations, et 2, je savais, jamais j'aurais imaginé pouvoir y aller autant de fois, en Corée, en Hong Kong, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, la toute première fois, c'était en 90, en 90, 91, que je suis allé au Japon. C'était pour remplacer un de nos leaders belges qui s'était cassé la malléole. Comme quoi, hein, on dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'avais pris, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo numérique, hein, c'était de la pellicule. J'avais pris une vingtaine de rouleaux et j'avais fait des photos de tout. Aussi bien les plats qu'on m'a servi, les calamars vivants qui bougeaient encore sur le plat, que le boîtier de commande d'un hôtel super luxueux où j'étais logé pour ouvrir les tentures, les rideaux. J'avais fait des photos de tout parce que dans mon esprit d'électricien, je pensais jamais retourner dans un pays comme celui-là. Et voilà, je ne savais pas que j'allais y aller 10, 12 fois, je ne sais même plus, peu importe. Mais ces 20 premières années, pour moi, ont été les plus intéressantes à tout niveau, au niveau rencontre, au niveau formation, au niveau revenu, évidemment. C'est les années où j'ai gagné le plus d'argent. Je suis arrivé, parce que je suis très transparent, et c'est pour ça que ce genre d'interview, très sincèrement, je parlais d'une quinzaine refusée, parce que je n'ai jamais, sauf dans les 2 premières années, quand on a son premier pin, on est manager, on le montre. Mais moi, j'ai jamais trop recherché. J'adore ce métier, mais j'ai pas recherché le fait d'être sur les strates. Ça fait partie du système pourtant. C'est une des grosses motivations et peut-être on en reparle. Mais vraiment, ces 20 premières années, la pointe de revenus que j'ai pu réaliser, c'est 12 000 euros, l'équivalent de 12 000 euros. C'est très peu par rapport à énormément de vrais leaders qui ont dans ce métier. Le plus gros chèque que j'ai vu de ma vie et que j'ai eu en main, c'était celui d'un Allemand. C'était il y a, que tu as connu d'ailleurs, hein, Jürgen Liebig, il ne faut pas citer. C'était il y a 20 ans pratiquement, c'était 47 000 euros. C'était pas il y a 26, c'était il y a 20 ans, c'était déjà l'euro. Donc il y a 18 ans, 19 ans. 47 000 euros pour un mois de travail, quoi. Et donc, ça, c'était le groupe allemand. Hein, mais voilà, moi, 12 000, je veux dire par là que c'est une petite pointe, parce que j'ai vu mais tellement de gros revenus avec des dents de scie et des gens qui n'existent plus, etc. Mais voilà. Donc, ces 20 premières années, pour moi, ont été vraiment les 20 années principales. Et même après les 20 premières années, je ne pensais pas aujourd'hui parler encore de ce métier et être toujours plus ou moins actif, quoi. Et puis en 2000, donc j'ai par hasard aussi rencontré ce groupe allemand qui s'appelait à l'époque LR International, qui avait été fondé par 2 personnes, Spiker et Hickman, à Allen, donc créé en 85. Et le système, ce qu'on appelle aujourd'hui le MLM, tu parles de MLM dans ton introduction, c'est là que je l'ai connu.
Parce que dans le groupe japonais, le groupe de savon, c'était un plan de rémunération, un plan de marketing très particulier et vraiment propre à ce groupe-là, qui ressemble à aucun des plans qu'on connaît aujourd'hui. Et le vrai plan de marketing type Amway, puisque c'est de là que venait un des deux fondateurs LR, avec le différentiel, etc. Et la vraie force de ce qu'on appelle le MLM, mais que je préfère appeler le marketing relationnel, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on en parlera, le MLM, pour moi, c'est juste mon point de vue, le non-MLM est pour moi à connotation négative. Et donc, là, j'ai appris pour le coup, à partir de 2000 jusqu'en 2011, j'ai appris ce qu'était vraiment le vrai MLM, les plans à paliers multiples, le parrainage, etc., etc. On parrainait bien sûr dans le groupe de savon, mais on faisait aussi de la démonstration, des choses comme ça. Et avec LR, ce qui m'a ébloui, c'est que je faisais le même travail que ce que je faisais les dernières années du groupe japonais, mais sans m'occuper de quoi que ce soit. Je ne prenais pas les commandes, je ne livrais pas, je ne payais pas, je facturais personne. Tout ça, c'est l'entreprise qui le faisait. Et je n'avais qu'à faire un petit peu le leader, entre guillemets, dans mes réunions pour parrainer, pour former, etc. Et tous les partenaires étaient autonomes, ne dépendaient de moi pour rien du tout. Et là, ça va vraiment donner un autre aspect du métier et qui était aussi passionnant, beaucoup moins rémunérateur, parce que j'ai plus gagné autant d'argent les 20 années suivantes. Je répète, c'est vraiment les 20 premières où c'était vraiment pour moi exceptionnel. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle non pas la génération précédente, c'est encore avant. Quand j'ai commencé en 81, des gens comme moi de cet âge-là et qui sont toujours actifs, il y en a certainement, mais dans mon entourage professionnel, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, cette première génération qui était la suite logique, par exemple, le grand leader que tout le monde suivait à l'époque, jusque dans les années 2000, c'était principalement Tuman, qui était un des grandes pontes de Amway et qui s'occupait de l'Europe, etc. Aujourd'hui, on va citer d'autres noms, mais à l'époque, on ne connaissait pas. On n'avait pas Internet. Pour savoir qu'une autre société concurrente existait, il fallait rencontrer un sponsor ou éventuellement lire une annonce dans un journal papier. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Et aujourd'hui, quand on va parler avec quelqu'un du MLM, il a forcément déjà vu ou pratiqué du MLM avant, et voilà. Et en 2011, j'étais principalement sur la Bretagne. Je revenais toutes les 5 semaines. J'avais lancé il y a quelques années précédemment, vers 2008, avec d'abord le guide pratique de la vente en réunion, qui était un recueil de 8000 réunions personnellement, les miennes et celles de personnes avec qui je travaillais, qui démarraient. Et j'ai écrit quelque chose, mais sans conviction non plus, tout compte fait, quand je vous raconte tout ça, tiens, ça me montre que j'ai eu très peu d'objectifs, sauf pour les qualifications, hein, quand il fallait devenir manager, Area Sales Coordinator pour le groupe japonais, et puis directeur national, et puis dans le groupe allemand, pareil, 21%, et puis leader d'organisation, leader de team, leader d'organisation. Pour ça, oui, hein, je créais un plan d'action, surtout que ma qualification LR, donc deuxième partie de ma vie, demandait de maintenir le chiffre 6 mois consécutivement. Donc pour moi, ça me paraissait assez compliqué. Il fallait planifier. Mais autrement, mes rencontres et l'évolution, tout compte fait, comme ce guide pratique de la vente en réunion, j'ai fait ça sans avoir la conviction qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'en vendrai toujours, quoi. On a donc mis sur papier, en tout cas sur ce qui est devenu PDF. Là, l'Internet existait, hein. Dans la fin de ma carrière LR, vers les années 2000, on avait déjà un peu Internet quand même. Mais bref, voilà, donc en 2008, je me suis associé à mon métier de terrain, un peu de formation pour former d'abord sur la vente en réunion ceux et celles qui avaient des difficultés et qui voulaient être formés. Et ce guide a eu un tel succès que ça a dépassé complètement mon imagination. Il faut se remettre dans le contexte aussi, à part des Christian Godefroy, que tout le monde certainement connaît sur la toile, qui est décédé depuis quelques années maintenant, malheureusement, il y avait très peu de formateurs
dans quel que ce soit le domaine que ce soit. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, c'est beaucoup trop, mais ça a eu beaucoup de succès. Ce livre a été ensuite édité en version papier, qui est vendu avec une clé USB. Et je répète, aujourd'hui, donc ça 2008 à aujourd'hui, hein, faites le calcul. Je suis pas très fort en calcul mental, mais j'avais pas du tout l'impression qu'il y avait une telle demande. Et puis j'ai commencé à recevoir des personnes chez moi qui m'appelaient ou qui m'envoyaient un mail pour me dire mais j'aimerais bien vous rencontrer, qu'on puisse parler de mon activité. Je le faisais bénévolement au départ. Ensuite, écoute, quand on commence à gagner de l'argent, on se dit mais toute cette pratique du métier, ça peut se monétiser, tout compte fait. Et je me suis surpris à recevoir en Bretagne, dans mon immense bureau, une journée, plein de personnes, pour 850 €. Quand je raconte tout ça, je raconte comme un presque vieux marketeur. Hein. Tout ça n'a plus d'importance aujourd'hui, mais j'étais vraiment le premier surpris, quoi. Et on passait une journée agréable, j'offrais évidemment le déjeuner, on mettait, voilà, les partenaires d'autres sociétés mettaient à plat leur système, des choses comme ça. On voyait ensemble, ils me faisaient une vraie interview, comme s'ils me présentaient leur business, et on voyait ensemble ce qu'on pouvait améliorer. Et donc, ça m'a plu énormément, vraiment, vraiment, et on a pu comme ça créer qu'on peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la première formation francophone aussi complète, avec quelqu'un que j'ai rencontré chez LR comme distributeur dans mon équipe, qui est Christian Dubois, qui est lui lyonnais, qui a le même âge que moi, un peu plus vieux, qui lui aussi a fait une carrière complète dans le marketing relationnel, mais dans l'investissement financier. Il y est toujours, et surtout dans le développement personnel aujourd'hui. Malheureusement eu un cancer de la gorge, donc il y a une coupure assez nette. Et en 2008, on a créé les fondamentaux de la réussite en MLM. Chacun de chez soi. Hein, bien sûr, on se rencontrait sur Lyon de temps en temps, mais je veux dire par Skype à l'époque. Et on travaillait des journées entières par Skype pour mettre au point ces 8 modules qui peuvent paraître aujourd'hui un peu désuets au niveau de la technique qu'on utilise pour faire des vidéos, des choses comme ça, mais qui ont eu vraiment aussi moins de succès que le fameux guide. Après, c'était plus cher, mais moins de succès que le fameux guide de la vente en réunion, mais qui est devenu une école à distance de la vente directe, avec des lives très compliqués à faire à l'époque, etc. Et en 2011, le directeur de LR France a trouvé que le fait de faire de la formation en même temps qu'être leader d'organisation chez LR, c'était un mélange des genres. Et voilà, pour la première fois dans ma vie de MLM, que quelqu'un me disait que j'étais pas autorisé à faire une chose. J'étais tout de suite parler de ma liberté totale, ce qui m'a fait rester dans ce métier. Et donc voilà, c'est cette remarque qui en même temps peut-être était une excuse pour moi, hein, mais qui a provoqué en tout cas mon arrêt sur le terrain. J'ai continué jusqu'aujourd'hui à faire de l'accompagnement. J'ai rencontré des dirigeants d'entreprises, des dirigeants qui créent des entreprises, des dirigeants qui avaient déjà des entreprises, et donc à bifurquer en parallèle, encore une fois, mon accompagnement vers non plus des partenaires seulement qui étaient déjà actifs dans une entreprise, mais vers des entreprises qui se créaient ou qui étaient rachetées, etc. Il y en a qui existent toujours, il y en a qui n'existent plus, parce que le problème, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais c'est que si on suit les conseils comme un mouton intelligent, tout fonctionne bien. Mais si je prends un des exemples, Guillaume, très sympathique, qui avait créé Graines de Plaisir, il venait de la banque. Il n'avait aucune connaissance de la vente directe. Il n'avait jamais pratiqué la vente directe. Donc, tant qu'on applique les conseils de quelqu'un comme moi ou d'autres, hein, qui sont sur le terrain depuis longtemps, ça marche, ça évolue. Mais dès qu'on a des idées révolutionnaires, bah, évidemment, c'est moins probant. Et j'ai fait ça jusqu'aujourd'hui, donc avec une diminution progressive, puisque il y a 5 ans maintenant, je voulais déjà tout arrêter et prendre ma retraite, quoi. C'est vrai que la Bretagne a provoqué un peu le fait, je sais que toi tu fais beaucoup de promenades, etc. aussi. J'ai découvert ça là-bas, parce que ce qu'on peut dire aussi, peut-être ma présentation va être longue, mais
ça fait un peu partie, tout compte fait, de ce qu'on peut savoir sur le métier. Mais les 20 premières années, avec la pointe à 12 000 euros, etc., la contrepartie, c'était quand même 6 jours sur 7 minimum, du matin au soir, le rasoir électrique dans la voiture entre deux réunions, des choses comme ça. Donc, ces 20 premières années ont été très, très intenses au niveau émotion, au niveau rencontre, au niveau revenu, mais aussi au niveau travail. C'était vraiment très, très intense. Et le dimanche, je me souviens de dimanche où je restais dans le lit jusqu'au midi et vraiment, on déconnectait complètement. Et encore, on faisait, si tu te souviens, des écoles de management les week-ends, une fois ou deux fois tous les trimestres. Mais voilà. Après, j'ai beaucoup moins travaillé. Le groupe allemand, comme je disais, c'est plutôt un jeu rémunéré et bien rémunéré, hein, comme leader d'organisation, beaucoup moins que 12 000, mais malgré tout, 3 fois ou 4 fois un revenu d'électricien, d'aujourd'hui encore, hein, parce qu'on sait combien gagne un électricien, mais c'était beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool, et d'ailleurs, on n'allait pas aux réunions pour la réunion, on allait aux réunions pour la troisième mi-temps, si tu te rappelles. Voilà, c'était comme ça, c'était extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai donc beaucoup diminué depuis, on va dire, depuis 5 ans. J'ai repris le terrain il y a 3 ans. Même moi, j'ai difficile aujourd'hui de m'expliquer cette décision. C'était plus par rapport à mon sponsor LR qui est venu, parce qu'encore une fois, des grosses fiertés ou des gros plaisirs du métier, c'est qu'il y a très très peu de personnes. Je dois avoir assez avec 5 doigts pour mettre 5 personnes peut-être qui veulent plus me croiser ou qui sont morts, mais quand je croise quelqu'un aujourd'hui avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on va manger très très souvent avec un distributeur, on se connaît depuis pratiquement 40 ans. Bref, toutes ces rencontres restent, quelles que soient après nos entreprises, nos métiers ou quoi que ce soit. Preuve en est, nous sommes connectés tous les deux aujourd'hui. Et donc, il y a 3 ans, Joséphine Maurice, pour ne pas la citer, qui était mon sponsor LR. Juste pour la petite parenthèse, et pour arriver à la fin de ma présentation, et 40 ans de métier, ça demande une présentation, hein, je ne peux pas le faire en 5 minutes. Non, ouais. Eh bien, LR International a été vendu en 2002 au groupe financier Apax, qui est un très groupe. Apax, il investit dans plein d'entreprises. Donc, les deux fondateurs, un a d'abord vendu ses parts, puis le deuxième, bref, on passe les détails. Et dans ce groupe LR International, il y avait plusieurs sociétés satellites, dont une entreprise qui s'appelait Nico Cosmétiques. Et les dirigeants de Nico Cosmétiques, après la vente du groupe LR à Apax en 2002, ont créé en 2003 leur propre entreprise. Et ça se fait que voilà, j'y retrouve, il y a une dizaine d'années, j'y retrouve mes sponsors, Joséphine Maurice et Jürgen Liebig, dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi est un des deux plus gros millionnaires ou une des deux plus grosses réussites que j'ai pu voir. Le deuxième étant Ilan Dogan, qui était aussi chez LR. Ils ont commencé à l'âge de 20 ans en 85. Et eux, aujourd'hui, font des revenus, comme je disais tout à l'heure, qui dépassent les 50 000 euros par mois. Je sais que c'est difficile, on ne le dit pas à quelqu'un avec qui on va découvrir le métier, mais pour moi, ces deux personnes-là, alors pourquoi ces deux-là? Parce que je les ai côtoyés, pas tous les jours, mais tous les mois. Avec Jürgen, on est allé chez lui en Allemagne, à Majorque, on a pu vivre, ça c'est pas dans un bouquin, même s'il y a un bouquin là derrière de Ilan Dogan. Et j'ai retrouvé donc Jürgen Liebig et Joséphine Maurice, qui est une Belge néerlandophone qui a aussi près de 40 ans de pratique, vient de chez Mylène, les Belges y reconnaîtront. Je les ai trouvés chez Vegas. On a passé 2 jours avec Joséphine en Bretagne, où elle est venue me parler, mais j'étais plus intéressé, moi, par le terrain. Et c'est à force de m'en parler, de me demander son aide pour les francophones, que je me suis dit, ben voilà, je redémarre sur le terrain, donc il y a 3 ans, mais encore une fois, sans aucun objectif précis, que de continuer ce que je faisais depuis 2011, aider
les personnes à se réaliser en les accompagnant, et pour le coup, en les accompagnant comme je l'ai fait pendant mes années de partenaire, quoi, de distributeur. Et donc là, il y a un petit groupe avec quand même deux leaders d'organisation et ça se passe pas mal, même si on a beaucoup de problèmes sur la France au niveau législatif, et je parle même pas de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est pire qu'en Belgique. En Roumanie, c'est un peu fermé aussi, mais c'est pas du tout le même contexte. Et puis la Belgique non plus, tout compte fait, quand on compare la France et la Belgique aujourd'hui avec la crise, on n'est pas si mal loti que ça. Mais voilà, mon objectif pour le coup, ou en tout cas mon fil d'Ariane, je voulais arrêter l'an dernier, pour être très franc. Non pas arrêter complètement mes accompagnements, je fais encore très souvent des Skype ou des Zooms maintenant avec des personnes, rémunérées ou pas, ça dépend un petit peu. Et puis, je pensais arrêter le terrain en faisant comme j'ai fait avec Elia, hein, le réseau est quand même repris par des personnes de l'équipe, peu importe, l'an dernier. Puis avec ce qui s'est passé avec la pandémie, eh bien, j'ai repoussé un petit peu, mais j'arrive au bout là. Ça ne me passionne plus autant. Et puis, même si, encore une fois, moi j'ai vu le médecin 3 fois dans ma vie, 3 fois. Pour les gens comme toi qui m'ont connu, jamais eu de problème de santé. Depuis 2002, je consomme quotidiennement de l'aloe vera. Tout le monde connaît l'aloe vera. Et même si je suis en pleine santé, justement, je voudrais continuer à profiter, je sais pas, d'un 10 ans, etc. J'ai un fils, comme ça je clôturais la présentation, j'ai un fils que tes enfants ont bien connu, puisqu'ils ont joué ensemble quand ils étaient petits, mais c'était bien, tu vois, il y a bien 30 ans qu'on se connaît, puisqu'il a 26 ans, et je pense que tes jumelles sont dans ces eaux-là aussi, ton gamin, non? 27 ans, oui. Voilà, donc il va avoir 27 là, au mois d'avril. 26 au mois d'avril, pardon. Et puis, lui, il est né dans mon métier. C'est pour ça que j'en parle. Donc, d'une part, parce que, voilà, on a assuré sa sécurité, etc. Mais il est né dans mon métier. Il a assisté. Alors, je sais que ça lui plaisait pas trop tout le temps, mais il a assisté à des centaines de réunions dans les salles à s'embêter, évidemment, avec cette voix. Mais lui est né dedans. Et puis, la petite anecdote aussi, quand on a commencé à faire des visioconférences, donc je crois dans les années 2000, je ne sais plus, on regardait les Simpsons, et tout de suite après, c'était l'heure de la réunion, mais donc j'essayais quand même de me partager un petit peu, mais voilà des anecdotes qui montrent que ce métier-là est quand même unique, parce que si j'étais resté électricien ou chauffeur de train, on sait pas cumuler comme on le veut sa vie privée, sa vie d'éducation des enfants, etc., avec un métier traditionnel ou conventionnel, quoi. Voilà un peu pour ma présentation d'un presque vieux marketeur qui a commencé à très longtemps. Eh bien, c'est très bien, ça. C'est très bien. Parler des moments forts pendant cette présentation de tes 40 ans. Et est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées Les difficultés, eh bien, contrairement à ce que je peux entendre à gauche et à droite, j'ai pas trop rencontré de difficultés au niveau du métier ou des pratiques, parce que tout compte fait, la pratique pure et dure du MLM, c'est assez simple. C'est pas facile, mais c'est simple. On a juste à aider les gens à évoluer. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est de le comprendre. Beaucoup ne le comprennent pas, ils sont attirés par ce que moi j'appelle des carottes pourries, pour appeler ça la poudre aux yeux également, et le fait qu'on va devenir riche en 3 coups de cuillère à peau, etc. Mais si on reprend la base même, les fondamentaux, c'est très simple. On va bien sûr apprendre à repérer les bons candidats, etc. Mais après, plus on va aider les gens à atteindre leur objectif dans le plan de rémunération, plus on s'aide soi-même à évoluer. Donc, difficulté à ce niveau-là, pas tellement. J'ai connu mes premières difficultés quand on s'est retrouvés, quand je dis on parce qu'on était une bonne vingtaine dans différentes régions, quand le groupe japonais a complètement arrêté ses activités en Europe, là on a été confronté à la difficulté de passer, tout compte fait, d'un métier extraordinaire
en gardant le métier, mais en étant obligé de reprendre un métier de grossiste traditionnel. Ça, c'était plus compliqué psychologiquement, pas physiquement, parce que bon, on trouvait un entrepôt, nous avions les formules et les accès aux fournisseurs, pareil que le groupe, etc. On était quand même aidés malgré tout, mais les grands rassemblements de 500 personnes ou 2000 personnes, etc., on ne les connaissait plus, on était chacun indépendant. Ce que toi, tu as connu quand on s'est rencontrés en réalité. Donc, si on faisait des rassemblements de 100 ou 150 parfois, mais voilà, ça c'était les difficultés. Il fallait gérer en réalité. Moi, j'appelle ça, alors, je ferai des bips, mais j'appelle ça la merde d'une entreprise. C'est tout ce que les indépendants et les commerçants, les loyers, l'électricité, enfin, les impôts, enfin, toute cette merde, excusez-moi l'expression, ou toute cette paperasse qui nous est épargnée dans le MLM, eh bien, du jour au lendemain, hop, on s'est confronté à ça. Mais à part ça, je n'ai pas franchement souvenir, à part le fait, comme je disais, qu'il faut parfois sacrifier un peu l'éducation de mon fils ou des choses comme ça, où je l'obligeais à m'accompagner dans des choses qui ne l'intéressaient pas, quoi qu'il s'est quand même souvent pris au jeu. C'est plutôt dans ce sens-là que je pourrais parler de difficultés. Autrement, je n'ai pas de souvenir en tout cas. Donc elle n'était pas très importante. Je n'ai pas de souvenir de grosses difficultés. Après, il y a tous les à côté de notre métier aussi, où si on doit sacrifier un peu la vie de famille pour évoluer, pour construire, il y a ce qu'on appelle les family days, ou les rencontres familiales, où on peut comme ça amener la famille dans son job. On fait peut-être aussi dans les usées, dans la Saint-Nicolas ou des choses comme ça, mais voilà, c'était quand même aussi un métier où la famille partageait quand même les points positifs et même si, c'est vrai, encore une fois, mes années fastes, c'était rentrer tous les soirs après minuit. Au niveau familial, la vie doit être aménagée. C'est peut-être les seules difficultés, tout compte fait, et encore, parce que quand je dis ça, je n'y pense même pas négativement, parce que je ne me souviens pratiquement pas de mauvais moments, de vraiment mauvais moments dans mon métier. Et alors, pourquoi tu n'aimes pas le mot MLM? Quelle définition qu'on peut donner derrière ce mot-là? Alors, c'est complètement paradoxal, parce que donc tu as compris que je sépare bien les 20 premières et les 20 dernières, parce que ce n'est pas les mêmes années. Les 20 premières, en tout cas les 10 premières, le MLM était révolutionnaire. Ça nous venait des États-Unis, on connaissait donc après beaucoup mieux Amway, qui est aujourd'hui la société numéro 1 au monde, et en chiffres et en histoire. Je ne peux que conseiller, par exemple, de lire Le rêve possible de Devos et Van Andel, les deux fondateurs de Amway, ou La liberté de choix. Et même si on y parle un tout petit peu de Amway, en faisant abstraction de leur entreprise, ce sont deux livres de chevet pour quelqu'un qui fait ce métier ou qui le fait depuis, on va dire, 6 mois au moins. Et donc, à l'époque, MLM, c'était nouveau, révolutionnaire, avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. Donc, les détracteurs, on en a toujours aujourd'hui. Hein, quand on dit à son beau-frère, et beau-frère, demain je quitte l'usine et je vais ouvrir un food truck de sushi, ben, on a les mêmes réactions que quand on explique, tiens, je vais démarrer dans une entreprise de MLM. Et au fil des années, le mot MLM est devenu négatif dans le sens où tout le monde pensait savoir que MLM voulait dire système de la chaîne Ponzi ou pyramidal. On a connu de vraies sociétés MLM pyramidales, de vraies sociétés, depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau. On a connu les systèmes de chaînes d'argent, le système de l'avion, etc. Donc ça existait, et on a fait beaucoup trop d'amalgame avec le MLM pur et dur. Et donc voilà pourquoi le mot aujourd'hui. Alors là, pour le coup, je suis persuadé aujourd'hui, depuis au moins ces 20 dernières années, que le mot MLM est à bannir complètement de notre vocabulaire. Quand j'entends des témoignages, et j'en ai encore regardé, pour le coup, je m'intéresse toujours beaucoup au métier, et je regardais encore sur une chaîne YouTube un témoignage d'une dame qui travaille dans une société en direct de jus là, hein, à boire,
qui expliquait que le MLM c'était nouveau, donc les gens ne comprenaient pas encore. Même c'est une vidéo de cette année, de début d'année. Je veux dire par là qu'il y a encore des personnes qui démarrent et qui, dans leur enthousiasme, se disent oui, mais c'est nouveau. C'est ça que les gens ne comprennent pas, le MLM, parce que c'est nouveau. Mais c'est pas nouveau le MLM. Si moi j'ai 40 ans de carrière, il y en a bien avant moi, de Vos van Andel, c'était, je veux dire, en 56, je pense, quand ils ont commencé Nutrilite, avant de créer Amway en 59. Nutrilite, ils ont racheté après, la petite histoire. Donc, voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, le MLM est à bannir. C'est mon opinion personnelle, parce que ça a une consonance négative qui, tout de suite, d'ailleurs, c'est très simple. Quand quelqu'un me demande, parce que c'est une question récurrente, comment faire pour que quand je fais une interview, que je dessine mon plan, les gens ne me posent pas la question, mais c'est une pyramide. Je leur dis, n'utilisez pas le mot MLM, parce qu'aujourd'hui, MLM, c'est pyramide. Quand je dis aujourd'hui, il y a depuis longtemps, mais voilà pourquoi j'ai préféré remplacer le mot MLM par marketing relationnel. Quand je dis je, nous sommes des milliers à faire ça. Et depuis un certain temps, mais on en parlera, je suppose, social marketing, plutôt que marketing relationnel, puisque le métier a changé, évidemment. Voilà pourquoi, pour moi, MLM, ça reste 3 lettres magiques. Ça a fait toute ma vie et ma carrière. Mais aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années en tout cas, cet amalgame entre le MLM et la pyramide, elle est flagrante. Et très sincèrement, si je remonte aux 2000 dernières présentations d'affaires que j'ai pu faire, ou interviews individuelles, on m'a peut-être posé la question 2 fois, 3 fois, pyramide. La façon de présenter, en utilisant justement les bons mots et en blacklistant ceux qui provoquent des questions, c'est vraiment hyper rare, moi, quand on me dit, mais c'est une pyramide, quoi. Et la façon de le dessiner. Si je fais une présentation de mon plan en mettant un rond là, et puis 3 en dessous, 5, et puis 25, évidemment, tout de suite, c'est pyramidal. Si je le fais en cercle, c'est moins pyramidal, quoi, voilà. Mais voilà pourquoi, pour moi, le mot MLM n'est plus un mot à utiliser aujourd'hui. Mhm. Comment est-ce que tu peux expliquer que qu'il a été tant décrié ce job justement? Pratiquement pour les raisons que je viens d'évoquer avec le mot. Et en même temps, plus notre métier prenait, là aussi c'est complètement paradoxal, mais plus notre métier prenait ses lettres de noblesse. J'ai assisté par exemple il y a 25, mais à Lyon, avec la Fédération de la vente directe française, on a assisté à la présentation du statut VDI. Donc dans une grande réunion de la fédération de 2 jours, j'étais à la table de la directrice de Tupperware, j'étais vraiment très impressionné, tout petit, à côté de ces géants de la vente directe, quoi. Et ce statut de VDI, d'abord, est unique au monde. Il n'y a qu'en France. Alors, tu vois, là aussi, c'est paradoxal avec ce que la France devient. Mais le statut de VDI, vendeur indépendant domicile, vendeur à domicile indépendant, était le premier statut au monde qui reconnaissait notre métier. Je ne vais même pas parler de la fédération belge, à laquelle nous étions affiliés. On assistait à des réunions où Tupperware et AMC avaient tout décidé et où les petits comme nous n'avaient absolument rien à dire. Mais ce statut VDI, donc qui a 25 ou 26 ans, je ne sais plus, même peut-être plus, a été la reconnaissance, en France en tout cas, du métier. On n'était plus des représentants de commerce, des VRP, comme ils disaient en France. On avait en France un statut unique et juste pour ceux qui faisaient de la vente directe ou du MLM. Et donc c'est paradoxal parce que justement le métier est devenu de moins en moins un métier bizarre, pyramidal, etc. Il y a des milliers de personnes qui faisaient ça à temps partiel ou à temps plein. Et il y avait un premier statut dans un pays européen voilà. Et en même temps, eh bien, on a vu ces dernières années beaucoup d'entreprises. J'ai parlé tout à l'heure d'entreprises avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler pour lancer, que ce soit en atelier de journée, une journée de travail avec des bureaux loués sur Paris ou sur Rennes,
je me souviens de 2, 3 démarrages comme Vin Authentique dans le vin, etc., avec des idées parfois qu'il fallait remettre un petit peu dans la réalité du marché, etc. Tout ne peut pas se faire en vente directe. Je parlais de ces sociétés-là, eh bien c'est un petit peu ce qui s'est passé et ce qui se passe de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un se dit, tiens, moi j'étais leader, peut-être un leader à 5 000 € par mois en chiffre d'affaires, hein. Je ne parle pas d'un vrai leader. J'étais leader chez Jacques Desange et je vais lancer ma propre société de maquillage. Il envoie 2, 3 mails en Hongrie, il va avoir une gamme de maquillage à son nom et je vais faire moi-même le plan de marketing parce que je suis certain que mon plan, je vais reprendre tout ce qui me semblait pas crédible dans les autres plans et je vais créer mon... Et donc, il y en a plein comme ça qui sont arrivés sur le marché et qui ont soit juste eu le temps de passer sans faire de dégâts, soit, alors je parle de petites sociétés, mais je pourrais parler de très grosses sociétés qui sont arrivées quand j'étais encore chez les Japonais et qui ont fait du dégât, hein, qui étaient là que pour faire du fric, au détriment de tous les partenaires qui vendaient des stocks de produits. Alors je ne vais pas la citer parce que c'est aussi paradoxal, mais le nom commence par H et il finit par E. C'est une entreprise qui a 40 ans, qui fonctionne toujours, avec toujours beaucoup de... Ils sont toujours un petit peu borderline, mais où on retrouve beaucoup de stocks dans les étagères, sur les étagères de partenaires, mais qui a été certainement une des plus grosses entreprises à être aussi médiatisée au niveau des côtés négatifs du MLM, quoi. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que l'information a circulé beaucoup plus vite que quand on était dans les années 80 où, je me répète, on connaissait Tupperware et Avon. Ça a circulé beaucoup plus vite après, même si les fédérations nationales, européennes, mondiales ont commencé quand même à protéger les gens, les partenaires et les clients, où il y a eu des lois pour protéger aussi, mais il y a quand même eu beaucoup, j'hésite à dire le mot arnaque, parce que c'est plus que des arnaques, c'est des sociétés créées par des dissidents, souvent des leaders dissidents d'autres sociétés, et qui pour le coup ont fait vraiment beaucoup de tort à l'image de marque de notre entreprise. Et c'est pas, comme je disais, c'est paradoxal parce qu'on a eu vraiment un crescendo avec notre métier on était des extraterrestres à un moment donné, et aujourd'hui, par exemple, ce que nous vivons en termes, parce que là, beaucoup de monde voit, ok, on nous met de la fumée avec le virus, tout ce qu'on veut, mais ce qui est derrière au niveau économique est absolument catastrophique. Tout ce que les gens vont commencer à voir concrètement, c'est des milliers et des milliers de chômeurs en plus, etc. Eh notre métier aujourd'hui n'est pas la solution, mais ça va être de plus en plus, puisque maintenant on reconnu, les vieilles sociétés se stabilisent, etc. Je veux dire, stabilisent l'image de marque, et ça a toujours des petits... mais ça va représenter vraiment peut-être on ne va plus dire aux gens, vous pouvez doubler vos revenus, parce qu'ils ne le croiront jamais, notre cerveau n'en met pas, mais 200-300 € par mois. Aujourd'hui, les gens vont avoir envie de mettre 200-300 € par mois. Et puis, il y a une autre raison aussi pour la dénaturation. C'est pas un bon mot, ça. En tout cas, la mauvaise image de marque, c'est qu'on a vu une nouvelle race de partenaires arriver. C'est l'Internet qui a amené ça. Ce sont les opportunités hoppers. Alors, je pèse mes mots aussi parce que je veux me fâcher avec personne. Je ne sais pas qui va nous écouter, mais ce sont les gens qui restent pas alors on peut ne pas rester dans une entreprise, mais quand on découvre l'entreprise, on découvre le produit, on peut peut-être avoir quelque chose qui passe pas avec notre sponsor, mais si on est vraiment dans un vrai MLM, on dépend pas du sponsor, on peut le court-circuiter parce qu'on nous livre les produits de la société, on nous paye, etc. de la société. On est loin du premier Amway où tout passait par le nombre de distributeurs. Donc, on peut très bien, si mon produit est valable et mon sponsor est vraiment complètement négatif, ou je peux très bien le blacklister aussi. Quand je montre, on voit toujours une ligne, mais c'est pas l'idée, hein, mais on a quand même le sponsor du sponsor, c'est ça le MLM. Donc je veux dire, on n'est plus limité aujourd'hui, on n'est plus obligé de travailler avec son sponsor. Donc je veux dire par là, quand j'accepte l'idée de joindre une entreprise,
parce que le produit me plaît, je l'ai essayé, etc. Ce sont les difficultés qui vont faire que, ou les difficultés où mon esprit peut être plus influencé par Pierre-Paul Jacques, qui vont faire que je vais changer d'entreprise. Et ça, c'est normal, parce que c'est ce qu'on appelle aussi le turnover, mais c'est devenu tellement... c'est devenu un métier dans le métier. On avait jusqu'il y a quelque temps des opportunités hoppers, des gens qui changeaient d'entreprise tous les 2 ans, tous les 5 ans. D'ailleurs, quand on me demande avec combien d'entreprises j'ai travaillé en 40 ans, les gens sont tous toujours stupéfaits. Moi, j'ai connu le groupe japonais et le groupe allemand. Et même Vegas aujourd'hui découle du groupe allemand, tout compte fait. Et donc, aujourd'hui, on a même une nouvelle race dans la nouvelle race. Ce sont les opportunités hoppers, les super opportunités hoppers. Il ne reste pas 3 mois dans l'entreprise. Et donc tout ça aussi fait que ça peut montrer un métier moins sérieux, parce que peut-être on est habitué entre chemin de fer à 18 ans, sortir à 65 ans, ou chez Solvay, que c'est. Mais voilà. Donc c'est normal que certaines personnes changent d'entreprise, mais c'est pas normal si sur un an on a changé 3 fois, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Parce qu'on changera encore. Et on peut rien construire. On peut rien construire, on peut pas emmener les gens. On va les emmener, oui, il y a toujours une petite partie qui nous suit, mais la partie est toujours plus faible. Et il y en a qui, à un moment donné, vont se dire, j'ai vu des choses en vidéo, pas l'an dernier, en 2019, c'était impressionnant. Je regardais par intérêt du métier, mais j'ai vu des choses, des lives par exemple, où on pouvait reprendre simplement l'enregistrement et changer le nom, quoi. Tu vois, voilà. Donc, c'est, à mon avis, les deux raisons. Il y a eu, c'est vrai, de mauvaises entreprises, il y en aura toujours, hein, qui ont sali le métier. Mais à côté de ça, il y en a aujourd'hui des centaines, des milliers de bonnes, d'excellentes, des petites, des moyennes, des grandes, dans tous les produits pratiquement, avec tout système. On a vu aussi arriver les fameux plans américains, les plans binaires, les matrices forcées. Tout ça, ça a beaucoup perturbé aussi. Là aussi, mais comme j'estime être libre, mais tu pourras couper ce que tu veux, libre de mes paroles, les plans binaires, par exemple, pour moi, ont été inventés pour leurrer les partenaires, laisser croire qu'on peut faire 800 $ par semaine ou par jour, ou une fois qu'on a fait un cycle, mais concrètement, à la fin, combien de partenaires font un cycle? Ils ont le pourcentage sur leur vente personnelle, ok, mais voilà. Et donc tout ça aussi, ces fameux plans, on a toujours des plans meilleurs que les autres, ça fait partie des carottes pourries que beaucoup utilisent pour leur parrainage en disant notre plan est le meilleur du monde. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est toi, c'est moi le meilleur plan du monde, c'est comment on va l'utiliser. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des plans ce sont des leurs et qui sont destinés, d'ailleurs, encore une fois, il suffit de reprendre l'histoire, il n'y a pas beaucoup de vieilles histoires avec un plan binaire, parce que simplement, les sociétés implantent un marché très vite avec leurs produits, font des milliards de chiffres d'affaires, 2, 3 sortent du lot et gagnent. Tiens, on revient à la système pyramidal là. Et puis ils changent de nom et reviennent avec le même produit un peu modifié ou de nouveaux produits. Et c'est pas difficile de rechercher un peu telle société nouvelle. Par exemple, une qui commence par M et qui finit par E. On recherche un peu. Oui, elle est nouvelle avec ce nom-là, mais on remonte 30 ans en arrière avec les mêmes dirigeants, quoi. Voilà. C'est un peu tout ça qui fait, mais je pense que c'est comme dans tous les métiers. Il y a de très mauvais garagistes et puis il y a de très bons et honnêtes garagistes. C'est un peu pareil. Simplement, l'Internet nous a amené aujourd'hui une autre manière de travailler, mais en même temps nous a ouvert la boîte de Pandore et c'est plus facile aujourd'hui de tromper les gens. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut remplacer ma tête par une autre tête et me faire parler. Aujourd'hui, on fait pratiquement tout ce qu'on veut. Et ça aussi, forcément, ça a amené un petit peu de... Après, il y a plein de moyens pour pouvoir rester, montrer une entreprise honnête, etc. Comme on apprend dans toutes les formations, on peut montrer que notre entreprise n'est pas la meilleure du monde, parce qu'il n'y en a pas, mais qu'elle est bonne, qu'elle est fiable, voilà. Bien, je te remercie pour ta franchise.
et ton franc-parler. Justement, tu as fait quelquefois allusion à cette période qu'on vit depuis un an, presque maintenant. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ce métier La période, elle a mis en évidence deux choses, pour mon groupe en tout cas. Une chose qui est propre à toutes les entreprises, c'est l'utilisation de ce on fait aujourd'hui. Je vais lire ce soir parce qu'on fait souvent les réunions de soir. C'est l'utilisation de l'appel visio à distance. Aujourd'hui, sur un smartphone, on peut le faire par Messenger, Viber, Zoom qui a explosé grâce à tout ça pour l'explosion, Skype avant, etc. On peut qu'aujourd'hui communiquer. Et dans nos métiers, on le faisait déjà depuis, je me souviens plus quand on a lancé nos premières visioconférences chez LR, mais ça remonte quand même très loin puisque c'était un salon canadien qui nous coûtait $180 par mois. Hein? Ça peut paraître aujourd'hui comme le téléphone à cadran et le GSM, mais le smartphone, mais c'est ça. Et donc depuis ces 5-10 dernières années, les gens ont commencé à entendre beaucoup plus parler de Skype, parce que Skype c'est très vieux, mais moi j'étais toujours étonné de voir que très peu de personnes utilisaient Skype. C'était souvent les familles qui avaient des enfants ou de la famille sur un autre continent, des choses comme ça. Et ce que va nous apporter dans le métier cette pandémie ou peu importe, chacun voit ça comme il veut, c'est l'utilisation de ces communications à distance qui sont entrées dans les mœurs. À la télévision, on utilise Zoom, les radios sur Internet utilisent Zoom. Aujourd'hui, même les médias dépendants ne parlent plus d'une connexion Skype, et on va faire un Zoom, voilà, ça c'est bon. Pour préparer une hôtesse, par exemple, dans la 3e édition du guide pratique de la vente en réunion, on a été obligé, donc la 3e édition, elle est 2018, on a été obligé d'y inclure ces moyens de communication. Si ton hôtesse habite à 100 km de chez toi, ça va pas être intéressant d'aller la préparer, de revenir, d'aller animer la réunion, de revenir, d'aller livrer les produits et de revenir. Donc, les gens n'allaient pas préparer l'hôtesse et donc faisaient une réunion médiocre. Ces outils-là, aujourd'hui avec le smartphone, l'hôtesse, elle est à 100 km, moi de chez moi, on va faire 1 heure ou 2 de Messenger en visiophone, elle va me montrer son intérieur, même si je ne suis jamais allé, ça va me permettre de faire ma préparation, savoir s'il y a des escaliers, de la place de parking, enfin tout ce qu'on fait pour préparer une réunion. Ça existait déjà. Mais c'était encore assez surprenant pour les gens. Ils n'étaient pas habitués. Donc ce que ça nous a amené, c'est l'obligation, le premier confinement en tout cas, l'obligation de communiquer autrement, et c'est devenu général et c'est entré dans les mœurs. C'est un point très positif pour nous. Je dois te dire que personnellement, 80% de mes activités, depuis au moins les années 2001-2002, je fais que par Internet, ce qui m'a valu, avec un autre ami commun qui s'appelle Claude, pas mal parfois de discussions un peu serrées, parce que lui n'était absolument pas pour utiliser les moyens de communication à distance. Il n'avait pas tout à fait tort et pas tout à fait raison. Il faut associer intelligemment l'Internet et le marketing de réseau. Si on fait que de l'Internet, on peut, mais on n'aura jamais l'essence du marketing relationnel qui est relationnel. On peut transformer un peu les approches et avoir un semblant de relationnel, mais il n'avait pas tout à fait raison non plus, parce que déjà à l'époque, c'était l'avenir. Quelqu'un qui gagne, je sais pas, 1000 euros et qui a dû se déplacer avec des frais de 500 euros, gagne moins que quelqu'un qui gagne 800 euros sans se déplacer. Tu vois ? Donc ça nous avait déjà amené une autre dimension du métier, à condition d'utiliser convenablement. Par exemple, il t'arrive certainement comme moi, tous les jours peut-être, d'avoir dans ta boîte Messenger quelqu'un qui t'a demandé en contact et qui tout de suite t'envoie le lien de son entreprise. C'est un peu, j'ai une vidéo qui tourne sur Home Success dans ce sens-là, c'est un peu comme si dans la rue tu vois une belle fille, tu mets sa main sur son épaule, tu la retournes et tu l'embrasses, elle te fout une claque. Eh bien, si on comprend ça, que sur Internet on peut agir de la même manière que dans la vie,
on approche avec un relationnel. L'approche dont tu m'as parlé quand on s'est parlé il y a une semaine, qui n'est pas nouvelle, hein. Si tu vas sur Formation Vente Directe, qui existe depuis 2008, je pense, c'est une approche soft. Je veux dire par là que viennent des gens qui font du marketing de réseau ou de la vente directe, et 80% de mon réseau aujourd'hui, Vegas, viennent de mes formations. C'est pas des prospects gazettes ou des prospects, c'est des formations. Et qui ont eu envie de joindre la théorie à la pratique, qui me rejoignent. Et donc, c'est ce genre d'approche, que tu connais très bien, est une approche aujourd'hui qu'il faut absolument privilégier plutôt que de retourner la fille, de l'embrasser, sans qu'elle te connaisse. C'est exactement la même image. Donc ça, un des points positifs par rapport à cette crise inédite, même pour des gens plus vieux que moi, c'est l'utilisation de cette communication à distance, la souplesse. Écoute, Zoom, moi j'ai pas d'action chez Zoom, mais quand on compare rien que 10 ans en arrière, Oui. moi j'utilisais Zoom par exemple, etc. Mais Zoom, voilà, sur ta tablette, sur ton téléphone, bref. Et puis, dans mon domaine, santé et l'aloe vera, nous, le point positif dans ce domaine-là, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui avec du complément alimentaire, c'est qu'on a mis en évidence le fait que si tu avais un système immunitaire au top, tu n'avais pas peur d'avoir une grippe ou la Covid-19, quoi que ce soit. Il faut pour nous, qui sommes, et quand je dis nous, tout compte fait, on peut en mettre beaucoup, hein, dans le complément alimentaire, peu importe la marque et la société, ça a donné aussi une importance capitale au fait de se rendre compte que dans notre nourriture, ce ne sera pas possible d'avoir un système immunitaire parfait. Donc il faut prendre du complément alimentaire. Ça, c'est les deux choses principales que nous, on a pu retenir. La troisième, et là, pour le coup, même les grands formateurs connus, mais qui ne sont pas actifs, le disent, ça va permettre effectivement de donner un peu d'espoir réel à des personnes pour, d'une manière, c'est pour ça que j'aime bien appeler ça social marketing, parce que grâce aux réseaux sociaux, à l'Internet, aux chaînes de vidéos, des choses comme ça, on fait plutôt du social marketing. Social dans le mot social comme relationnel, tout compte fait, mais social aussi dans le mot des réseaux sociaux. On peut partager plus facilement des témoignages, etc. et faire ce qu'on fait gratuitement tous les jours. Quand on était enfant, déjà, on montrait notre nouveau jouet. On avait 4 ans, on montrait notre nouveau fusil en plastique à notre copain. On faisait déjà du marketing relationnel. Dans la vie après, quand on était actif dans la vie active, on le fait tous les jours. Hein. Je suis allé manger là-bas. Ça fait cliché quand on parle du restaurant et du cinéma, mais c'est le plus cliché que vous utilisez pour notre métier. C'est que ça. Sauf ceux qui veulent forcer, qui veulent embrasser de force. Mais si on revient aux fondamentaux, c'est faire ce qu'on fait tous les jours. Je suis allé dans ce parc d'attractions, tu devrais y aller, c'est super. C'est ça notre métier. Donc si on le fait de la même manière, mais d'une façon organisée et rémunérée, tout compte fait, le social marketing, pour moi, est le mot le plus qui colle le mieux. Je ne l'ai pas inventé, hein. La société qui commence par M et qui finit par E, dont j'ai parlé tout à l'heure, a inventé, tout compte fait, je crois que c'était les premiers à parler de social, c'est pas une phase social marketing, eux c'est social, je ne sais plus quoi, mais d'utiliser à fond les réseaux sociaux, quoi. En plus, toutes les sociétés aujourd'hui de vente directe, de marketing de réseau ont des boutiques, pratiquement toutes, donc on peut, alors c'est pas la panacée universelle, mais on va pas entrer dans les détails, mais on peut avoir une boutique et attendre que les gens viennent dessus. C'est comme si tu ouvrais un magasin de souvenirs en plein milieu du désert du Sahara, personne ne connaît ta boutique. Donc il faut aussi joindre les deux, mais je veux dire par là qu'on n'est plus obligé aujourd'hui à 100%. On peut faire 50 km de rayon autour de soi quand on n'est pas confiné, faire du physique, et le reste se fait à distance. On se rencontre quand même une fois, à un moment donné, physiquement, mais les sociétés maintenant livrent les clients et plus seulement les partenaires. Donc ça devient vraiment du social marketing et du bouche à oreille rémunéré, mais par le biais des réseaux sociaux, etc. quoi. On va offrir effectivement, sans trop se déplacer, ça fait la grande différence aussi. Avant l'Internet, il fallait quand même, quand on parrainait quelqu'un, il avait une voiture, qu'il
déplacer. On a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas de voiture, donc qui étaient un peu handicapées à ce niveau-là. Aujourd'hui, pratiquement personne n'est handicapé. On n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Il va falloir en investir un petit peu parce que c'est aussi une carotte pourrie. Démarrer avec zéro, j'en connais plein qui l'ont fait, mais c'est quand même très difficile. Il faut une connexion Internet, il faut quand même un petit ordinateur qui fonctionne pas mal. Hein. Donc il faut au départ avoir un minimum, quoi. Il faut consommer tes produits, donc il faudra en acheter, des choses comme ça. Mais avec très très peu de mise, on va pouvoir permettre effectivement de pouvoir non pas passer au-dessus de cette crise qui a commencé, mais amener un peu de beurre dans les épinards. Et c'est vrai que là aussi, le discours va changer de la part des parraineurs. Aujourd'hui, il sera peut-être plus utile de parler de 200-300 que de parler de 800, quoi. Parce que les gens ne croiront même plus qu'on puisse faire 5 ou 600 euros en plus, mais vont admettre que 200 euros de plus avec un métier simple, ça va vraiment changer leur vie au quotidien. C'est les trois choses que moi je retiens de cette crise dans laquelle on est entré, qui est loin d'être terminée. Je ne parle pas de la maladie là, hein. Mais voilà. Et bien voilà, Pascal, on arrive tout doucement au bout de notre interview. Un grand merci pour toutes les explications que tu nous as laissées, toute cette richesse. Avec grand plaisir. Que tu nous as laissé, ton franc-parler, même si, voilà, parfois ça dérange à certains, mais voilà, ça fait partie du gros. Après, il y a la réalité des choses, et il y a tout à l'heure, tu me posais la question de savoir, à mon sens, pourquoi le MLM parfois avait une telle réputation négative, parce que, encore une fois, plus de 50%, je veux dire 50%, je serais gentil, utilisent des carottes pourries. C'est un article qu'on peut retrouver aussi sur le site Formation Vente Directe. Carottes pourries, ça veut dire utiliser, c'est moi qui ai appelé ça carottes pourries, mais on pourrait appeler ça des stratagèmes pour être certain de parrainer, en racontant parfois des mensonges gros comme la Tour Eiffel, ou parfois des tout petits, oui, ce sont des mensonges, comme dire à quelqu'un que c'est facile, en 3 mois, il va doubler son revenu, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est une carotte pourrie. Ça va peut-être nous aider à le happer dans notre groupe, mais c'est pas le tout de parrainer quelqu'un. C'est facile de faire. J'allais faire le mot signature, aujourd'hui on ne le fait même plus. On s'inscrit en ligne et on est distributeur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si le distributeur tout de suite n'a pas de succès, si peu soit-il, il ira s'inscrire avec la même facilité ailleurs. Donc le turnover, on peut le freiner, on peut l'accélérer, on ne peut pas l'arrêter. J'ai tellement rencontré de dirigeants d'entreprises qui créent une entreprise en disant « mais moi, je vais le faire avec des valeurs plus élevées que ce que je n'ai vu. Chez moi, il n'y aura pas de turnover. » Écoute, il y aura toujours du turnover, mais on peut le freiner ou l'accélérer en utilisant les bonnes approches, en évitant ces carottes pourries, etc. Et ça fait partie effectivement des choses que certains ne voudront pas entendre, mais c'est la réalité. Hein. On peut pas. Il y a le proverbe qui dit on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, c'est vrai, mais si on les a attirées avec du miel et que après c'est pour les entuber, ils ne resteront de toute façon pas dans mon groupe. Donc c'est pas, sauf si quand je parraine quelqu'un, il m'achète 100 000 euros de produits et puis il tire son plan, ok, c'est ce qu'on a vu il y a 30 ans, 40 ans. Ok, mais dans nos sociétés modernes d'aujourd'hui, les vraies sociétés MLM, on n'achète pas 100 000 euros de produits, on va peut-être commencer avec 100 euros de produits. Mais ça, c'est rien, c'est une commande de client, ça. Mais je veux dire, si quelqu'un démarre chez moi avec 100 euros de produits, je n'ai pas gagné beaucoup. Il faut que je le garde pendant des années pour qu'il gagne sa vie et moi aussi. Donc voilà, et les carottes pourries ou les approches un peu à l'arraché, etc., ne sont pas forcément les bonnes approches. Après, c'est comme tout, hein, tu sais, quand tu achètes une formation, sur 100 personnes qui achètent une formation, même 500 euros, tu as à peu près 80% qui jamais vont l'ouvrir. Ils ont acheté, hein. C'est un peu comme les grandes bibliothèques qu'on voit souvent derrière les gens qui parlent dans les vidéos. Il y a 3000 livres, et ils ont lu le petit livre de poche, l'almanach. Et le reste, ils n'ont pas lu, mais on a l'impression d'avoir la connaissance, la science, etc.
Je dis ça en ayant fait plein de vidéos devant une bibliothèque. Hein. Mais voilà. Et puis, les 20%, les 80% ne vont jamais ouvrir ta formation. Ils l'ont payé très cher. Les 20%, tu as encore une fois Pareto qui vient nous ennuyer. 80% qui vont en lire quelques-unes des pages ou quelques vidéos et qui n'iront pas jusqu'à la fin. Donc voilà la dilution aujourd'hui de l'apprentissage. Et les 80% qui pleurent parce qu'ils ne savent pas, ça c'est difficile, ils ne parrainent pas, les partenaires ne restent pas, je ne parraine que des billes, ils sont fainéants, mais jamais ils vont aller suivre une formation. Tu parlais de Netflix dans ton live, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Effectivement, il faut parfois regarder moins Netflix et peut-être plus lourdement suivre une vidéo de formation ou aller dans une formation, mais on ne peut pas avoir de succès sans avoir les fondamentaux qui sont bien ancrés. Et dans les fondamentaux, je pense que le principal, c'est l'approche, et que l'approche massive. Tu te souviens, quand on allait dans les rues, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté, j'ai fait très peu, avec sondage ou peu importe, mais aller aborder les gens à la sortie de la gare, d'abord, c'est révolu, hein, on ne fait plus ça. On ne te parlerait même plus, de toute façon, avec la masse, c'est difficile. Et deuxièmement, c'est pas forcément la bonne approche, mais quand tu es au restaurant avant l'Internet et que tu entends parler à côté, que tu dis, tiens, excusez-moi, je suis un peu indiscret, mais j'ai entendu vous parler de ça, et poser les bonnes questions, type les questions de Tom Bigschreiter, qui est un grand leader américain. Il y en a d'autres aujourd'hui, Eric Worre par exemple, et un des rares, parce que ça aussi, le métier, il est devenu à un moment donné, la formation était rare, formation en dehors des sociétés. Aujourd'hui, elle est trop. Tu as des gens qui font du MLM depuis 6 mois et qui lancent un truc de formation. Tu as des gens qui font plus. Et malheureusement, c'est la majorité de tous ceux qu'on voit aujourd'hui sur YouTube. Je ne vais pas citer de nom non plus. Mais il y en a des grands, même des petits très très dynamiques sur leurs vidéos, mais ils font plus le MLM. Alors, à un moment donné, on est saturé dans la formation. On ne peut que répéter. D'ailleurs, c'est répétitif. On ne va pas inventer de nouvelles manières de travailler. On peut s'adapter au fur et à mesure. J'entends, par exemple, souvent, ça tourne encore maintenant sur Facebook tous les jours, etc., des tout jeunes, qui doivent avoir entre 20 et 25 ans, qui disent « Ah, j'ai démarré, on te demande de faire ta liste de noms, etc. » Tout ça, on ne travaille plus comme papa. Mais bon Dieu de bon Dieu, comment je découvre un bon produit, une bonne opportunité? À qui vais-je avoir envie d'en parler d'abord? À mon cercle familial, non? Sauf si je leur ai déjà parlé de 25 000 produits avant. Mais si ça se passe dans les règles normales, c'est eux à qui je vais faire plaisir d'abord. Donc bien sûr, la liste de noms, c'est toujours la polémique, la liste de noms chaude, elle est très limitée et on va juste l'utiliser pour commencer et qu'il faut en sortir très vite, puisque 80% viendront de l'extérieur. Mais là aussi, encore une fois, les gens qui ne vont pas apprendre à faire de l'approche, qui vont envoyer leur lien à la figure avec leur opportunité, comme il y en a plein, ça dénigre un peu notre métier et ça le rend parfois agressif, alors qu'on a quand même beaucoup plus de monde qui ont une belle approche, type de l'approche que j'ai pu comprendre dans ton live, type de l'approche formation en direct, ou des gens qui partagent sincèrement des infos, de l'expérience sur des chaînes YouTube, et qui petit à petit créent un tissu de relations qui, à un moment donné, inévitablement pose des questions. Je fais souvent, le mercredi prochain, on fait un Power Day avec mon groupe, mais on y invite, il est ouvert, on y invite également les contacts qui font d'autres MLM, etc., en leur disant, viens, on parlera forcément de notre entreprise, mais il y a plein de petits trucs que tu pourras reprendre pour ton entreprise. Seigneur de succès, je faisais une formation, je dois avoir 12 000 personnes dans mes listes là, qui sont inscrites depuis 2008. Eh bien, il y en a plein qui venaient, qui étaient ailleurs, et comme je le disais tout à l'heure, même dans le mini-réseau que j'ai repris ici il y a 2-3 ans, 80% viennent des formations parce qu'ils nous posent des questions. Mais toi, Pascal, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu trouves que ton entreprise est mieux que la mienne? Elle n'est pas mieux, voilà les différences. Et il y en a qui nous rejoignent comme ça. Ça, c'est très soft. Ça fait
un peu plus lent. Ça peut paraître plus lent, mais l'approche bulldozer, c'est comme ça que moi je l'appelle, peut paraître plus rapide, mais c'est pas du tout le vrai. C'est le contraire. On garde personne et on change d'entreprise. Parce qu'on se dit, mais chez Dupont, ça marche pas. Je vais aller essayer chez Durand. Et chez Durand, on se rend compte que c'est exactement les mêmes bases fondamentales que chez Dupont. Et que si Dupont et Durand existent depuis plus de 10 ans, leur produit est forcément bon. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a pas de mauvaises entreprises, d'entreprises qui ont de mauvais produits, si elles sont là depuis au moins 10 ans. Si elles ont pu passer, outre les tempêtes, etc., en 10 ans c'est à peu près la moyenne. On dit 5 ans, mais 5 ans, je l'ai vu avec les petites sociétés là que j'ai pu aider au départ, 10 ans, c'est bien. Parce que 10 ans, elles sont installées. Et si leurs produits se vendent depuis 10 ans, c'est qu'il est bon. Et dans notre métier, de toute façon, on ne peut pas vendre de mauvais produits parce qu'on ne vendra qu'une fois. Et je reviens à l'exemple des 100 000 euros de stock. Il vaut mieux vendre une cuisine équipée sur laquelle tu gagnes 20 000 euros. Et même si c'est de la merde, c'est pas grave parce qu'on n'en vendra pas une deuxième. Mais dans nos petits produits du quotidien, ben, il faut que le produit soit bon parce que le vendre une fois, tout le monde sait le faire. Nos enfants l'ont fait avec les stylos, les autocollants, les billets de ton, voilà. Mais vendre à un client 1000 fois dans le temps, ben, il faut que le produit soit bon et que ton relationnel soit bon également. C'est un métier formidable. Il faut simplement se dire que c'est un métier, quand tu démarres comme conducteur de train, si j'étais entré comme élève conducteur, comme je voulais faire, c'était minimum 2 ans en plus de l'école d'apprentissage. On n'allait pas me mettre dans un train comme ça. C'est exactement pareil avec notre métier. C'est peut-être difficile de le comprendre parce que tout le monde peut essayer. C'est un problème aussi de dire tout le monde peut le faire. Mais c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas le faire. Si on n'a pas un peu de pugnacité, si on n'a pas un peu, si on a un esprit, attitude mentale négative, ben on doit d'abord soigner ça. On ne pourra pas faire ce métier. Et donc tout le monde pourrait le faire, ça ok, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et voilà. Pascal, un grand merci. Je ne sais pas ce qu'on va Avec grand plaisir. te souhaiter alors, puisque tu nous parles de retrait. Vraiment très Oui. peut-être fin du trimestre, j'en sais rien du tout. Alors retraite, encore une fois, pas un arrêt complet, Oui. parce que tant que je prends plaisir à faire ce que je viens de faire avec toi aujourd'hui, ou à faire un zoom d'une heure pour mettre à plat l'état actuel d'un partenariat, ça me passionne indirectement si on veut, mais c'est de partager. Donc tant que ça me passionnera, je prendrai quelques heures par semaine, comme je le fais encore aujourd'hui, en dehors de mon équipe qui me prend plus de temps que je ne pensais. Mais quand je parle d'arrêt, c'est plutôt l'arrêt du réseau terrain, quoi. Si on peut encore parler de terrain aujourd'hui, hein, parce que c'est plutôt Oui. du terrain virtuel, mais voilà, tu m'as compris.